Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les muscle cars. Dans ma précédente vidéo, nous avons découvert que les années 50 ont contribué à une démesure stylistique dont les Américains ont raffolé. La décennie suivante va perpétuer cet instinct de démesure, mais celui-ci ne se fera plus par le style, mais par la performance avec des engins hors du commun. Au début des années 1900, un mouvement moraliste social se concentre sur les problèmes d'alcool du pays. L'alcool était considéré en effet comme un cancer sociétal à l'origine des plus grands problèmes du pays, comme la violence domestique, la corruption politique et bien évidemment l'alcoolisme. Les brasseries se sont alors mises à fermer et les États ont commencé à interdire l'alcool, puis en 1920, le 18e amendement des États-Unis concernant une interdiction nationale de l'alcool a été adopté. On ne pouvait alors trouver de l'alcool que chez les contrebandiers, appelés moonshiners. Les consommateurs étaient alors prêts à payer très cher l'alcool de contrebande qui était donné aux livreurs appelés runners pour livrer les clients. Ces runners devaient être rapides et devaient connaître les routes par cœur pour échapper aux policiers et aux voleurs qui tentaient de s'emparer de la marchandise. Ces voitures étaient d'apparence normale pour ne surtout pas attirer l'attention. Mais ces voitures à l'esthétique inchangée ont tout de même dû s'adapter à leurs nouvelles fonctions. Tout d'abord, la banquette arrière a été supprimée afin d'offrir plus de place à la marchandise. Les suspensions ont été renforcées pour supporter le poids supplémentaire et les moteurs étaient trafiqués. Alors que Henry Ford était un grand prohibitionniste, c'est une de ces voitures qui va être la plus emblématique pour le trafic d'alcool. Mais pour être rapide, il était fréquent que les contrebandiers échangent le moteur de leur Ford par un moteur de Cadillac, car il était le plus puissant à cette époque. Lorsque les runners ne livraient pas d'alcool, ceux-ci se défiaient les week-ends lors de courses clandestines avec leurs voitures modifiées. Rapidement, des courses à haut risque entre contrebandiers sont ainsi organisées, ce qui donnera naissance aux courses de stock car, c'est-à-dire des courses réalisées non pas avec des voitures de compétition, mais des voitures de production. Mais en 1933 sonne la fin de la prohibition. L'alcool de contrebande ne disparaît pas, mais les quantités sont drastiquement réduites. Les runners ont désormais du temps et vont devoir trouver un nouveau moyen de gagner de l'argent, et ce sont notamment les courses de stock cars qui vont leur permettre de générer de nouveaux revenus. Mais les associations automobiles et circuits déjà présents ne voulaient pas de ces pilotes de contrebande de peur de ternir leur image. Mais un homme, Bill France Senior, reconnaît le talent de ces pilotes hors pair et va réussir à unir tout le monde autour d'une seule association, la NASCAR, dont la première course aura lieu à la fin des années 40. Mais ces années 40 ont vu d'autres disciplines émerger, notamment avec le retour de guerre des jeunes militaires. Cette nouvelle génération d'Américains qui sont nés dans les années 20 ont vu une certaine fascination pour la puissance et la vitesse, des ingrédients qui font partie intégrante de la culture américaine. Les courses de NASCAR sont alors des courses sur circuit en ovale, le lac salé de Bonneville permet lui de battre des records de vitesse, et les courses de dragster se tiennent sur une ligne droite de 400 mètres et mettent en lumière l'accélération des voitures. Ces sports motorisés étaient un passe-temps extrêmement populaire au pays de l'oncle Sam, en démontre le film Rebel Without a Cause en 1955 qui met en scène l'idole de la jeunesse, à savoir James Dean, dans une épreuve de courage dont le but est de parcourir ces fameux 400 mètres le plus rapidement possible. Ces différentes disciplines modifient les voitures de production afin de les rendre de plus en plus performantes. Une performance qui va venir majoritairement du moteur avec une escalade de la puissance. En 1949, l'Oldsmobile Rocket 88 devient la première voiture conçue dans son but de performance en intégrant un puissant moteur V8 dans un style de carrosserie plus petit et plus léger que ses concurrentes. La voiture est extrêmement performante car elle remporte 8 des 10 courses de NASCAR en 1950. Mais l'Oldsmobile ne s'est pas très bien vendue car la voiture n'était pas vraiment réputée pour sa sécurité et la population de l'époque était plus attirée par les voitures luxuriantes que par des véhicules à la puissance pure. Mais elle permit tout de même de lancer l'ère moderne du V8 haute performance. En 1951, Chrysler lance un tout nouveau moteur utilisant une toute nouvelle conception, le Firepower EMI. Le moteur se peaufine avec les années et en 1955, il accompagne la nouvelle Chrysler 300C qui sera désormais la voiture la plus puissante de la production américaine.
Si les premières américaines à grande puissance sont nées dans les années 50, c'est la décennie suivante qui va permettre l'éclosion et la démocratisation des voitures performantes. Les constructeurs automobiles ont alors installé les plus gros moteurs possibles à disposition dans des modèles de production de taille moyenne à un prix abordable afin que l'américain moyen puisse se la procurer. Ces nouvelles voitures de sport sont dotées d'équipements spécifiques avec des suspensions renforcées, une boîte manuelle et identifiées par une dénomination extrême comme GTO SS ou encore RT. L'objectif premier de ces véhicules est d'obtenir un rapport poids-puissance le plus favorable et donc de garantir à l'acheteur des performances hors du commun. Cette nouvelle catégorie de voitures se trouve alors un nom, Muscle Car. Ce terme ne fait l'objet d'aucune définition officielle, mais regroupe de manière générale les versions les plus sportives proposées par les constructeurs. La popularité et les performances de ces muscle cars s'envolent dans le début des années 60. Chez General Motors, on sent cette envie de performance gagner les clients. Dans le groupe, chaque marque a sa clientèle spécifique et Pontiac, étant la marque la plus cohérente pour développer une voiture de sport, va se charger de mettre au point une voiture spécifiquement dédiée à la piste en développant la Pontiac GTO. Pontiac décide alors de prendre le plus gros moteur de la Pontiac Bonneville, qui était une grosse voiture, et l'insère dans la Pontiac Tempest de la catégorie inférieure et donc plus petite. C'est ainsi qu'est née la première muscle car, la Pontiac GTO. La GTO a été développée par John DeLorean et il aurait décidé de nommer la voiture ainsi en référence à l'iconique Ferrari 250 GTO. La voiture fait sensation à sa sortie et le succès de la GTO conduit d'autres marques de General Motors à développer des muscle cars basés sur des voitures de taille intermédiaire. C'est ainsi que voit le jour l'Oldsmobile 442, la Chevrolet Chevelle SS et la Buick Skylark Grand Sport. Ford réplique et installe le célèbre moteur 427 de compétition dans son modèle Fairlane, plus petit et plus léger, et crée ainsi la Ford Thunderbolt. Une voiture expérimentale élaborée spécialement pour les courses de dragster. Elle sera vendue en série limitée et qu'une seule année en 1964. La plupart des muscle cars utilisent un maximum de composants provenant de la grande série, ce qui réduit d'autant leur prix de revient et permet donc de les commercialiser à un tarif suffisamment attractif pour attirer une clientèle majoritairement jeune. S'afficher au volant d'une Pontiac GTO apparaît comme un signe identitaire fort à la fin des années 60 et attire logiquement l'attention des patrouilles de police peu bienveillantes à l'égard de ces nouveaux rebelles qui ne respectent guère les limitations de vitesse en vigueur et se retrouvent souvent en groupe le samedi soir pour faire tomber les précédents records d'accélération sur les principales artères des centres-villes. L'engouement prend l'Amérique et la deuxième partie des années 60 va voir une deuxième génération de muscle cars. Les voitures deviennent de plus en plus sportives et désormais c'est l'allure fastback qui fait vendre. La forme de carrosserie fastback est en fait un toit qui se prolonge jusqu'à l'arrière de la voiture en ayant une cassure de toit la moins brute possible. Chez Ford, la Fairlane devient alors la Torino, la 442 garde ses doubles phares mais voit sa ligne se muscler comme ses sœurs Chevelle et GS. C'est pourquoi, face à la concurrence, en 1969, la GTO The Judge voit le jour et va par sa puissance réussir à rivaliser en accélération avec les Ferrari Daytona et Lamborghini Miura, mais pour un prix 4 fois inférieur. Mais la guerre des ventes ne va plus seulement se jouer qu'entre Ford et General Motors, car Chrysler rejoint la partie avec sa marque Dodge et lance une multitude de voitures avec un nom qui vient se terminer par RT pour Road and Track. Le catalogue des muscle cars voit alors arriver la Dodge Charger RT, Coronet RT et l'élite de la muscle car, la Dodge Daytona. Au fur et à mesure que les années 60 avançaient, les équipements en option se sont multipliés. Cela fut grimper les prix des voitures qui, avec un poids supplémentaire et des accessoires énergivores, vont appeler les constructeurs à intégrer des moteurs plus puissants pour maintenir le niveau de performance. En réponse, quelques muscle cars économiques ont commencé à apparaître comme la Plymouth Roadrunner et la Dodge Coronet. En 1969, la Plymouth Roadrunner reçoit le prix de voiture de l'année par le magazine Motor Trend. Cette voiture va à l'essentiel avec une conception extrêmement simple, sans luxe ni aucune garniture pour faire de cette voiture la plus légère possible. Anecdote intéressante, Roadrunner est le nom d'un petit oiseau présent aux États-Unis, bien connu du grand public pour être la star d'un dessin animé très célèbre. Le nom Roadrunner étant déposé par la Warner,
Plymouth obtiendra le droit de l'utiliser en échange de 50 000 $ et en profitera également pour développer un klaxon qui reproduit exactement le même bruit que l'oiseau dans le dessin animé. Comme d'autres muscle cars de l'époque, la voiture était accompagnée d'une clause de non-responsabilité d'usine. Certaines voitures étant conçues pour des essais d'accélération, plusieurs modèles étaient déconseillés pour la conduite au quotidien en raison des compromis faits pour ce type de véhicule. Bien que les muscle cars se soient vendus en volume relativement faible, les constructeurs ont apprécié l'effet halo de la publicité créée par ces modèles. Mais les muscle cars les plus spectaculaires sont sans aucun doute les Dodge Charger Daytona et Plymouth Roadrunner Superbird. Lors de leur sortie, elles étaient considérées comme si laides qu'un bon nombre de ces muscle cars ailés restaient sur les terrains des concessionnaires pendant des mois, faute de vente, et étaient bradés afin de s'en défaire. Ces voitures radicales étaient créées uniquement pour légaliser leur forme aérodynamique pour la compétition NASCAR. Conçue pour dominer les super speedways en 1969, la Dodge Charger Daytona à moteur EMI est devenue la première voiture flashée à plus de 200 miles à l'heure. Stylistiquement parlant, les deux voitures se ressemblent, mais sont en fait assez différentes. Après le succès de la Charger Daytona qui a été façonnée en soufflerie, les concepteurs de Plymouth ont commencé à travailler sur la Superbird, avec un bec qui n'est pas aussi pointu et un aileron arrière qui se penche un peu plus vers l'arrière. L'Europe a connu ses GTI dans les années 80 et l'Amérique ses muscle cars dans les années 60. La concurrence entre les fabricants a mené une guerre de puissance qui a culminé dans les années 70, avec certains modèles annonçant plus de 450 chevaux. Ces voitures ont alors vu leur style évoluer très rapidement afin de renouveler les modèles les plus attractifs de la gamme de chaque constructeur. Cela permettra à Chevrolet de faire évoluer la Chevelle SS afin de la rendre plus sportive, mais en gardant une attitude plus décontractée que la Pontiac GTO, dont la double calandre va grossir au fil des années jusqu'à faire disparaître les phares en 1969. Oldsmobile va également rejoindre petit à petit le clan des muscle cars à double calandre en transformant la 442 en une voiture plus agressive. Mais du côté de chez Chrysler, Plymouth et Dodge vont rester sur une simple calandre géante qui va disparaître avec l'élite des circuits de NASCAR, la Superbird et la Daytona. Peut-être que certains d'entre vous s'attendaient à voir des Mustang, Camaro et autres Challenger. Eh bien malheureusement ces voitures étaient des pony cars et seules leurs versions extrêmes étaient considérées comme des muscle cars. Vous vous doutez bien que la prochaine vidéo concernera les pony cars, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne surtout pas louper cette nouvelle vidéo exceptionnelle. Pour résumer, c'est avec la prohibition que les Américains se sont mis à trafiquer leurs voitures de série afin d'échapper à la police. Ces voitures préparées se rassemblent le week-end lors de courses sauvages qui vont finalement se rassembler autour d'une seule association, la NASCAR, qui deviendra un des sports les plus populaires des États-Unis. Les constructeurs américains développent alors de gros moteurs qu'ils vont mettre dans leurs modèles de taille moyenne, et c'est ainsi que vont naître les muscle cars. Mais plus que des chiffres, la performance se retrouve aussi dans le nom et avec un toit plus effilé grâce à la forme fastback. Mais ces voitures vont évoluer afin de répondre aux exigences de la compétition avec des voitures à l'aérodynamique très étudiée. Merci d'avoir regardé la vidéo, mettez un petit pouce si la vidéo vous a plu. On se retrouve au prochain épisode sur les pony cars bien entendu. Portez-vous bien, ciao!